Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Avoir un rêve et s'y accrocher coûte que coûte. Mon invité du jour avait un rêve, celui de la liberté financière, celui de la liberté tout court. Pendant une petite heure, Patterson et moi, nous allons parler de lui, avant, de ses rêves, de sa détermination et de sa discipline. Nous parlerons également immobilier, business et développement personnel. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Patterson, merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Alors, première question qui est obligatoire que je pose à tout le monde et c'est pour te mettre dans l'ambiance. Tu es plutôt thé ou café? Thé. Ah, très bien. Bon, très bien, parce que moi aussi, aujourd'hui, j'ai du thé. Je suis plutôt café, mais aujourd'hui, j'ai du thé. Alors, comme je te disais avant de commencer, j'espère que je vais pas tousser. Je suis sur une fin de maladie, là, qui veut pas me lâcher. Mais bon, donc, si vous, là, qui nous écoutez, je tousse pendant l'interview, je m'en excuse déjà. Mais je fais vraiment pas exprès. Alors, on va commencer cette interview par remonter le temps un petit peu pour un peu planter le décor. T'étais quel genre de petit garçon? Est-ce que t'étais plutôt un garçon actif ou plutôt réservé? Je dirais les deux parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Ouais. Donc, je dirais les deux, ça va dépendre de la situation. Quand j'étais avec mes proches, j'étais une pile, mais quand j'étais à l'extérieur, j'étais très calme, assez réservé. Je parlais pas beaucoup. Je parle pas beaucoup de base, donc c'est toujours resté. Mais on va dire les deux, mais ça dépend vraiment de la situation et le contexte et l'environnement. Toi, t'es plutôt du genre, quand tu connais l'environnement, quand tu te sens en sécurité, ça va, tu te lâches, mais si vraiment c'est pas ton élément, t'es plutôt en retrait. C'est ça. Ou même si des fois je peux connaître l'environnement, mais j'ai pas plus envie de me lâcher ou de discuter avec les gens. Je suis assez calme et réservé des fois. Ça dépend. D'accord. Et ton adolescence, comment ça se passe? Moi, j'ai grandi dans le 93 à Sevran. Ouais. Je suis le dernier d'une fratrie de 2 filles et un garçon, avec une mère célibataire. Ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, même si je vais pas caricaturer, mais j'allais à l'école comme tout le monde, ça se passait bien. L'école, c'était pas ce qui me plaisait, mais bon, fallait y aller. Et un bon élève ou pas? J'étais un bon élève jusqu'en 6e. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, en 6e, on est tous passés. Et je crois, je me rappelle, je devais avoir 16 de moyenne. Et je suis passé et il y a quelqu'un de ma classe qui avait peut-être 7 ou 8 qui est passé avec moi en 5e. Ok. Et je pense que c'est là que j'ai eu le premier déclic dans ma vie où je me suis dit, attends, c'est pas juste. Quelqu'un qui a 16, qui travaille, qui passe, ok, on lui met les félicitations, il y a pas de problème. Mais quelqu'un qui fout rien, il passe aussi. Donc, je pense que depuis ce moment-là, je me suis dit, je vais faire le strict minimum. Parce que vu que le système ne pousse pas, et c'est un peu, c'est le système, bon, c'est la culture française, parce qu'on n'est pas dans la méritocratie. Je me suis dit, je vais faire le strict minimum juste pour passer l'étape supérieure. Donc, on va dire que j'étais un bon élève jusqu'en 6e. Après, j'avais 10, 12. Et vers la fin, j'y allais même plus. J'ai quand même eu mon bac. Et je suis allé jusqu'au BTS, une licence. Mais, j'étais sur mes acquis. Donc, j'allais plus trop, quoi. Mais si pour toi, il y avait plus beaucoup de sens à y aller, t'as quand même été jusqu'en licence, pourquoi t'as voulu continuer? Parce que je joue au basket. En fait, c'était la condition sine qua non avec ma mère à l'époque. Okay. J'ai joué en semi-pro. Et si je voulais continuer à jouer au basket, fallait que je continue les études. Parce que je suis parti, j'ai joué au basket, à Paris. Après, je suis parti à Nancy, je suis parti près de Dijon. Donc, j'étais payé à jouer au basket, mais il fallait que je fasse quelque chose à côté. Je pouvais pas faire que ça. Et la condition pour que je puisse partir, c'était ça. Donc, à côté du basket, j'ai fait mon année de licence, que j'ai jamais terminée d'ailleurs. Au bout de 6 mois, j'ai dit bon, ciao, j'ai fait une licence de droit à Nancy. Et après, je suis parti jusqu'au BTS. Je suis même pas allé à l'examen du BTS pour te dire. D'accord. Ça m'avait vraiment gavé. J'ai appris, mais ça m'avait gavé. Et c'est là que j'avais vraiment compris que moi, j'allais pas avoir un peu la vie que tout le monde a, parce que bon, le jour du BTS, à l'examen, j'ai décidé de pas y aller. Donc j'ai pris mes claques. J'ai arrêté le basket à cette période-là aussi.
Et j'ai dit que j'allais faire autre chose que ce que tout le monde faisait parce que je sentais que j'étais pas comme tout le monde, je pense. Est-ce que le basket, pour toi, à cette période-là, c'était pour toi un choix de carrière évident ou est-ce que non, pas du tout? Bah, au départ, oui. Au départ, oui. Parce que, bon, moi, j'ai commencé assez tard. J'ai 30 ans, hein. J'ai commencé à 16 ans et j'ai, tout de suite, au bout de 2 ans après, j'ai joué en semi-pro. Mais, j'ai pris une claque parce qu'il y a une année, j'ai joué avec un ancien professionnel. Pendant un an, on a passé un an ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je passais mon diplôme pour le BTS, il était dans la même classe que moi. Et lui, il en avait 37 parce qu'il avait fait ses études aux États-Unis, donc il fallait qu'il ait des équivalences. Okay. Et je me suis dit, ben, je vais pas être comme ça à 37 ans, à apprendre, à refaire des choses. Et c'est grâce ou à cause de lui, ça dépend, que j'ai décidé d'arrêter le basket à cette période-là. Donc, au départ, oui. Mais l'année où j'ai joué avec lui, je me suis dit, bah, en fait, je veux pas, si je me retrouve à 37 ans à rejouer à un bon niveau, hein. Mais j'aurais sacrifié quoi, 10 ans de ma vie pour, entre guillemets, ça serait un peu un échec pour moi. Donc, du coup, à cette période-là, je me suis dit, bah, j'arrête le basket. C'est fait pour moi, mais bon, ça va pas me donner plus que ce que je veux, donc, j'arrête tout ça. Et tu voulais quoi à cette période-là? C'était quoi le truc le plus fort qui te motivait? Pour le basket, tu parles? En général, si c'était pas le basket, c'était quoi est-ce que t'avais, à part le basket, une autre vision de ta vie? Est-ce que tu te disais, ouais, moi, je veux vivre ça, 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 ou est-ce que c'était pas encore bien défini? Non, c'était pas du tout défini. C'était vraiment pas du tout défini parce que je mangeais basket, je dormais basket et je m'entraînais 5 fois par semaine, j'avais match le week-end, on partait super loin. Donc j'avais cette impression de, je ferais pas comme tout le monde parce que j'ai toujours senti que je serais différent. Je sais pas pourquoi. Et je suis assez anticonformiste, donc moi, si tout le monde va à droite, je vais à gauche, parce que je me dis que si on sait ce qui va se passer de l'autre côté, pourquoi j'irais, donc je vais à l'opposé. Mais c'était pas très défini, et ça a mis du temps. Ça a mis du temps j'ai mis du temps à trouver ma voie, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Et après le basket, il se passe quoi alors? Bah, après le basket, il se passe que je retourne chez mes parents, je retourne chez ma mère. Donc ouais, j'ai pris mes affaires, j'ai quitté le club, je retourne chez ma mère. Donc pas de travail, rien. Et du coup, je me rappelle parce que c'était un été, je me suis dit bon, je me donne 2 mois pour trouver un travail. Au bout d'un mois, j'ai trouvé. Et j'ai travaillé je travaillais chez SFR. Je travaillais chez SFR. Et de là, c'était la première année chez SFR, je me suis dit bah c'est pas ce que je veux parce que moi, c'était la première fois que j'étais salarié entre guillemets parce que j'ai toujours joué au basket. Donc j'avais à l'époque 23, 24 ans. Et tu faisais quoi à SFR? J'étais vendeur dans une boutique. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis vraiment dit c'est pas fait pour moi. Il faut que je trouve des alternatives à tout ça. Et c'est de là, j'ai commencé un peu à m'intéresser. Ça n'a pas été l'immobilier tout de suite et une évidence surtout, mais je me suis dit bon, faut que je trouve un moyen de gagner beaucoup d'argent, mais que je sois seul. Donc faut que je sois mon propre patron. Donc il y avait l'entrepreneuriat, il y avait l'immobilier, il y avait plein de véhicules parce que pour moi tout ça ce sont des véhicules. Et ensuite j'ai quitté SFR parce que ça me saoulait. Je gagnais bien ma vie à l'époque en plus, mais ça me saoulait, donc j'ai arrêté. Je suis reparti travailler en location de voiture. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et faire ce que j'ai fait. Pourquoi l'immobilier? Est-ce que dans ton entourage, il y avait des gens qui avaient déjà investi ou pas? Oui, mais ça, encore une fois, ça n'a pas été une évidence parce qu'en fait, moi, ma mère, elle a construit un immeuble au Sénégal, à Dakar. Ok. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé. C'est pas des choses que entre guillemets, je savais. Je l'ai su, je pense, quand il était terminé, mais elle avait l'immeuble 5 ans avant. D'accord. Pour te dire à quel point j'étais pas du tout, j'étais totalement désintéressé. Et c'est quand et surtout la vraie raison de l'immobilier, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez feignant. C'est-à-dire que je me suis dit, l'immobilier, c'est simple. Tu travailles une fois, entre guillemets, tu vas chercher un bien une fois, tu vas signer une fois, tu vas mettre un locataire une fois. Bon, après tu peux changer de locataire, mais en gros tu travailleras une fois et bah tu auras des loyers tous les mois pendant un certain temps. Et ça a surtout été ça. Je me suis dit bah dans ces cas-là, bah je vais commencer par ça. Et je pense que ça a plutôt bien marché. Alors c'est marrant que tu dises que t'es feignant parce que j'ai l'impression, alors je te suis sur les réseaux et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Ouais. Alors je t'ai connu indirectement parce que j'ai fait une formation immobilière justement, yes. Et en fait l'un de tes meilleurs amis c'est lui qui a fait cette formation. Mais quand je regarde tes réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu bosses beaucoup en fait. Donc c'est marrant que tu dises que t'es un mec feignant. Ouais, non, je bosse énormément. Là actuellement j'ai même fait une cure des réseaux. Je bosse
15 heures par jour. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un de feignant. Oui, mais en fait, quand je dis ça, c'est que je vais bosser très intelligemment. En fait, c'est différent. Je vais pas travailler pour travailler. Je vais bosser très intelligemment, je vais faire des tâches, j'ai une vraie méthode de travail, ce qui fait que sur un dossier sur lequel je vais travailler, par exemple, on va dire aujourd'hui, toute la matinée, je vais jamais revenir dessus, pardon. Et donc c'est pour ça que je dis je suis assez feignant parce que en fait, avant de travailler, avant de mettre quelque chose en place, avant de créer une société, avant de faire plein de choses, j'ai peut-être 15 000 étapes parce que je veux pas repasser dessus. J'aime pas perdre du temps. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aime pas perdre du temps parce que le temps c'est précieux. C'est pour ça que je dis je suis assez feignant parce que bon, si j'ai fait ça une fois, je repasse pas dessus. C'est fait, on n'en parle plus, on avance. Et c'est marrant parce que les personnes comme toi, alors mon mari est comme toi, et en fait il m'a expliqué une fois, il m'a dit mais c'est parce que justement je suis feignant que je suis hyper organisé. Et c'est vrai que je retrouve ce que tu dis dans ce que tu viens de dire. C'est vrai que généralement les gens qui en tout cas se déclarent feignants sont des gens souvent très organisés parce qu'ils ne veulent pas repasser, ils veulent pas perdre de temps. Il faut que ce soit fait de manière très efficace. Donc c'est quand même assez marrant. C'est ça, exactement, ouais, c'est bien ça. Alors, tu travailles donc dans une boîte de location et tu te lances dans l'investissement. Ça se passe comment? Quand tu dis tu te lances dans l'investissement, il se passe quoi concrètement? Est-ce que là tu dis c'est bon, j'achète un immeuble banco, dans 2 ans je suis riche, ou est-ce que vraiment comment ça se passe? Ça se passe que du coup bah toujours lié au travail et que je veux en fait quitter mon travail, c'est ça l'idée. Donc je me dis quoi? Je me dis à l'époque OK, il faut que j'arrive à avoir à peu près entre 2000, 2500, 3000 euros pour pouvoir quitter mon job. Ça, c'était vraiment l'objectif. Donc, je me dis, il faut que je puisse avoir des rentes. Donc, je commence à m'intéresser à l'immobilier et de ça, j'achète un appartement à Angers. Tu connaissais Angers? Pas du tout. OK. En fait, j'avais une stratégie où moi, je suis sur Paris. Je me suis dit, je vais regarder à peu près à 1 heure et demie autour de Paris. Que ce soit en train ou en voiture. En train, Angers, c'est 1 heure. Et j'ai appris à connaître Angers, c'est-à-dire que j'ai appris la ville. Bah après, ça va vite parce que bon, ça m'a mis du temps. J'ai mis du temps, pardon, mais j'ai appris parce que je pense qu'il faut apprendre. Et de là, j'ai acheté un appartement que j'ai mis en colocation. J'ai tout fait tout seul. C'est-à-dire, j'ai fait les travaux tout seul. J'ai ramené mon frère sur le chantier. J'ai tout fait. J'ai fait toutes les erreurs. Mais au bout de l'été, j'ai transformé en fait une chambre en 2 chambres. Donc du coup, le déclic, ça a été que quand j'ai trouvé les locataires, je me suis dit waouh, ok, je gagnais à l'époque avec cet appartement 100 euros de cash flow. Et je me suis dit j'ai fait des maths et je me le dis souvent, je me dis si j'arrive à faire ça avec 100 euros, je peux faire ça normalement avec 500, avec 1000, avec 2000. Moi, je suis assez pragmatique et des fois, je rends les choses très simples. Je me casse pas trop la tête. Et c'est parti de là. Et quand j'ai acheté cet appartement, je l'ai revendu 1 an après parce que en fait, je me suis retrouvé à dire j'ai eu une stratégie de dire je gagnais 100 euros, j'allais mettre peut-être 20, 30 ans pour rembourser cet appartement. Mais si je le vendais tout de suite, j'allais faire peut-être à peu près 20, 25 000 euros de plus-value. Donc je l'ai vendu et je l'ai même mal vendu parce que là, avec les connaissances que j'ai maintenant, je pense que j'aurais fait plus et je l'aurais gardé, tu vois, pour te dire. Et je l'aurais fait en Airbnb. Mais bref. Et donc du coup, de là, je me suis dit, je vais pas me casser la tête à faire des appartements parce que le process d'un immeuble, l'achat d'un immeuble, c'est le même process que l'achat d'un appartement. Mais sauf que dans un immeuble, on a 3, 4, 5 lots, 6 lots des fois ou plus. Et c'est parti de là. J'en ai acheté 2 en même temps. La banque m'a suivi sur les 2 premiers. Et comme je suis allé assez vite sur cette période-là, j'avais déjà trouvé le 3e, voire le 4e. Parce que ça, vu que c'était des plus gros montants, la banque m'avait dit, écoutez, si ça marche bien, ce que vous venez d'acheter, je vous suis. Et de là, j'en ai acheté 4 pour un total de 10 appartements. Et ça en combien de temps, les 4 immeubles? Ça m'a duré, je vais dire 1 an. Ah ouais, quand même. Ce qui s'est passé, c'est que comme je cherchais énormément, je passais mon temps sur le Bon Coin. Et je me rappelle même à l'époque, si mon collègue il écoute ce podcast, il dira, je lui dis, on travaillait au comptoir en location de voiture et le but c'est de vendre des assurances et c'est de rajouter des choses sur la location. Et je lui dis, écoute, moi ça m'intéresse pas, je suis concentré sur quelque chose, donc je te laisse toute la journée. Dès que t'es avec moi, sache que tu vas tout faire.
Et donc du coup, tu as bien gagné ta vie. Et il me disait, mais t'es fou, mais pourquoi tu fais ça? Tu comprends pas? Je dis, non, mais t'inquiète pas. Et c'est marrant parce que peut-être il y a un an, il m'a recontacté et je savais pas qu'il me suivait sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, mais franchement, t'as tout mon respect parce que je comprenais pas et tout, etc. Donc je vais dire un an, mais pendant ces un an-là, au bout de peut-être 6 mois, j'avais déjà trouvé les 4. Donc les 2 derniers que j'avais trouvés, en fait, j'ai un peu duré sur la signature parce que fallait que j'achète les 2 premiers. Mais en un an à peu près, j'ai pu acheter 4 immeubles. Génial. Je suis bluffée, en fait. Je suis bluffée. Est-ce que tu t'es formée? Parce que tu as dit que le premier, donc si c'était à refaire, tu ne t'aurais pas fait de la même manière. Mais est-ce qu'entre-temps, tu t'es formée pendant cette année ou est-ce que non, vraiment, ça a été, t'as appris sur le tas par toi-même? Bah le premier, j'ai appris sur le tas, j'ai tout fait moi-même. Et après, je me suis formé parce que du coup, comme tu parlais de mon meilleur ami, on s'est rencontrés comme ça. Et du coup, j'ai fait sa formation il y a en 2018. Ouais. Et Parmi c'est les là que je me premiers. suis dit, voilà, et je me suis dit, bah, je vais acheter des immeubles parce que vu que j'ai réussi, j'avais déjà acheté avant de me former, j'avais déjà acheté mon appartement, donc j'avais déjà fait des choses. Et je me suis dit, bah, la formation, pour moi, c'était d'élever mes connaissances et de pouvoir aller plus vite parce que c'était ça le plus important. Ouais. Tu penses que sans la formation, t'aurais peut-être pas été aussi rapide? Je pense que j'aurais fait, mais j'aurais pas été aussi rapide. Parce que je sais que quand je veux quelque chose, je l'ai, sans prétention, parce que je me donne les moyens pour. Mais la chose qui a fait que j'ai été rapide, c'est que, bah, quand j'ai fait la formation, après, j'ai eu un peu plus de visibilité, un peu autour de moi, et ça a été un peu un challenge de dire, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mais parce que bon, j'ai fait du sport à un niveau, de prouver aux gens qu'ils ont tort. Et donc, du coup, bah, j'avais 2, 3 amis qui croyaient pas trop en moi. Je leur dis, OK, ben, on en reparle dans 6 mois. Et Génial. c'est ce qui s'est passé. C'est une question un peu indiscrète et t'es pas du tout obligé de répondre. Est-ce que à la base tu viens d'une famille très aisée? En fait, c'est Non, lié à la prochaine question. OK, non, pas du tout. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 5 ans. Ma mère travaillait à Attaque et elle élevait 4 enfants à Sevran. Donc, pour ceux qui Ouais. connaissent Sevran, c'est connu pour certaines choses. C'était connu pour certaines choses. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. On avait de quoi manger. J'allais en vacances. Mais ça s'arrêtait là et après on a dû travailler parce qu'elle travaillait dur. Justement, alors je t'ai posé cette question parce que comment on passe quand même d'un gamin qui justement ne vient pas d'une famille aisée à un mec qui réussit à acheter 4 immeubles, parce que là c'est quand même beaucoup. Et tu vois, les gens lambda comme moi n'imaginent même pas encore acheter un appartement, ou si on achète un appartement on se dit ouais mais bon ça va être compliqué tout ça, tu vois, le mindset des gens Ouais. qui n'ont pas investi. Comment toi tu fais pour passer pour faire ce coup de force? Bah, comme tu l'as dit, c'est un état d'esprit, c'est le mindset. Et je te reprends juste. En fait, t'es pas une personne lambda parce qu'on n'est pas lambda, on est tous uniques. Et ça, les gens n'ont pas la conscience. Et ça, je pense que c'est plutôt compliqué, voire grave. Et donc, comment je suis passé à ça, c'est que je savais ce que je voulais, mais vraiment au fond de moi, c'était une évidence. Et donc, du coup, j'avais pas d'autre choix. Je sais pas si t'as pu lire le livre L'art de la guerre. C'est que j'avais pas le choix. Et quand on n'a pas le choix et on a l'énergie du désespoir, ben on se donne à fond. On se donne à fond. Et j'avais aucune solution. Et comme je dis souvent, j'avais pas de plan B. C'est-à-dire, c'est soit ça, sans rien. Donc, soit ça, ou soit je savais, pour te dire, quand on me demande, bah, si tu faisais pas de l'entrepreneuriat, etc., bah, des fois, pour rigoler, je dis, bah, je pense que j'aurais traîné dehors, j'aurais fait 2, 3 trucs et tout. Mais je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment la mentalité parce que moi, je suis beaucoup si lui, il a réussi, pourquoi pas moi? C'est bête, hein. Mais je réfléchis vraiment comme ça. Et à tous les niveaux. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pu avancer dans ma vie professionnelle et personnelle, parce que si je veux quelque chose, je me donne les moyens, parce que si quelqu'un l'a déjà eu, c'est que c'est possible. Je réfléchis vraiment comme ça, c'est que c'est possible. À toute mesure, hein. Je dis pas que je serai le prochain Jeff Bezos ou Elon Musk, parce que bon, il y a la charge de travail qui va avec et il y a les connaissances qui vont avec. Bien sûr. Mais je pense que si on se donne les moyens, si on a les connaissances, on va chercher les connaissances et qu'on est conscient, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas conscients de la charge de travail, on réussit. Tôt ou tard. Peut-être pas au bout de 6 mois, peut-être pas au bout d'un an, peut-être pas au bout de 10 ans, mais on réussit tôt ou tard. Est-ce que quand tu achètes ton premier appartement, t'as quand même un peu la frousse, ou est-ce que non, ton objectif est tellement grand que tu y vas et tu dis on verra après ce qui se passe? Bah, ce qui est bizarre avec moi, c'est que avant, j'avais pas
pendant le process, pas du tout. Mais quand je suis arrivé chez le notaire, c'était chaud. C'est vrai? Ouais, quand je suis arrivé, parce que je me suis dit, est-ce que c'est bien ce que je fais? C'était la première fois que j'allais chez un notaire. C'est bête, mais comme tu disais, quand t'as grandi dans un certain milieu, il y a des choses que tu connais pas. Moi, j'étais jamais allé chez un notaire. Donc, quand tu vas chez un notaire pour la première fois, tu trouves ça assez impressionnant. Des fois, il te parle, tu comprends pas tous les termes, etc. Donc, au départ, oui. Pendant le process, non, j'étais serein. Mais à la fin, pardon, ouais, je me disais, bon, est-ce que c'est bon? Et même je signais, je tremblais. Mais après, une fois que c'est fait et que du coup tu réussis entre guillemets, c'est-à-dire que tu as fait ce que tu devais faire, ce qui était écrit dans ton plan. Bah du coup tu cherches à aller plus haut et faire autre chose. Alors, on vient du même milieu social, tous les deux. Est-ce que est-ce que tu penses que, justement, qu'on ne naît pas avec une cuillère en argent dans la bouche, est-ce que tu penses qu'il y a des plafonds de verre qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à briser pour passer l'étape au-dessus? Je pense que oui. Très bonne. Ouais, franchement, je pense que oui. Après, je pense que ça prend le temps que ça doit prendre. Mais je pense que parce qu'il y a des choses qu'on doit assimiler, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Par la culture, moi, je suis d'origine sénégalaise, mes parents sont sénégalais, ils ont immigré ici. Donc, il y a des choses qu'il faut assimiler, qu'il faut comprendre. Donc, je pense que d'où on vient, on va plus ou moins vite ou pas. Et effectivement, il y a des plafonds de verre qu'il faut casser parce que par la culture, par l'environnement, par l'entourage, par plein de choses, on peut se mettre des barrières, mais c'est pas c'est pas des vraies barrières parce que c'est pas une vérité absolue. Je dis souvent aux gens, ce que tu dis c'est vrai, mais c'est pas une vérité absolue. Et là, pour le coup, on est dans ce cas-là. Donc ça prend du temps parce que même moi là actuellement, je suis dans des process où voilà, mais au bout d'un moment, on est obligé de passer une étape supérieure. Est-ce que toi, tu t'es mis des barrières à des moments, même inconscientes, et puis tu réalises après, tu dis, mais non, mais pourquoi je pense comme ça ou pourquoi je fais ça, en fait? Ça a été plutôt avec le basket au départ. D'accord. Mais pour l'entrepreneuriat, non, parce que j'étais vraiment dans. Si je te disais mais les objectifs que j'avais, tu me dirais mais toi t'es fou et tout, tu vois. Donc vas-y, dis, moi j'adore ça, vas-y. Il y a pas plus tard que hier soir, je regardais parce que du coup je joue au basket, donc je regarde la NBA et je me suis dit pourquoi j'achèterais pas un club de basket. Trop bien. Et ça c'est un truc que j'ai depuis peut-être 2 ans et je suis même dans un club de basket, mais j'y vais que quand j'ai le temps. Et on avait déjà négocié. Ils m'ont entre guillemets, on a négocié et je sais je connais le procédé. Et hier, je faisais des recherches là-dessus. Donc, je pense que dans les 10 prochaines années, j'achèterai un club de basket. Tu vois, c'est des trucs où je me dis, en fait, je trouve ça juste cool. Tu vois, j'ai acheté une boîte de nuit il y a 3 ans parce que je trouvais ça cool et je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi je le ferais pas. Et Est-ce pourquoi que je connaissais rien. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, termine. Moi, j'avais dit pourtant j'y connaissais rien, c'est tout simplement. Est-ce que tu penses que quand on arrive à passer certains caps, ben on se sent plus légitime d'accéder à un certain niveau et de se dire ben peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais même pas imaginé ça, mais voilà, là je suis passé à ça, et ben je peux penser plus grand, plus gros et oser plus. Je pense que oui et non, parce que je pense que c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai tout de suite pensé gros. Parce que l'appartement, je l'ai acheté, mais à vrai dire, je regardais aussi des immeubles. D'accord. Tu vois, donc, je pense que c'est vraiment selon chacun. Parce que tu vois, des fois, on va te dire, ouais, mais tu vas super vite. Mais moi, j'ai pas l'impression d'aller vite. Mais vu que la personne, elle va à son rythme, on n'a pas le même rythme. Donc, je pense que c'est aussi une question de rythme et une question d'état d'esprit parce que c'est bête, hein, mais je sais pas, pour moi, 4 immeubles, c'est rien. Pour des gens, c'est beaucoup. Tu vois, mais pour d'autres personnes, ça, c'est rien aussi, tu vois. Donc tout est une question d'état d'esprit et de où on veut aller. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu continues à te former, à apprendre, ou est-ce que, ben là, t'es plus dans l'objectif, ben, si je veux faire ça, je vais essayer de voir par moi-même, ou est-ce que tu penses que l'apprentissage te fait gagner dans tous les domaines, peu importe, beaucoup de temps? Non, je pense que dans tous les domaines, je continue. Il y a pas plus tard je crois que c'était hier ou avant-hier, j'étais au téléphone avec un formateur parce que je suis sur le point d'acquérir d'autres sociétés et donc du coup, j'apprends à comment faire parce que là, du coup, l'immobilier, bah, pour moi, c'est encore un véhicule et donc là, du coup, pour moi, si j'ai besoin d'avoir une information, je vais chercher parce que je suis très, très, très autodidacte. Donc moi, je vais d'abord regarder et si je veux aller plus vite, je vais me former. Ok. Parce que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une question de connaissance et de où on veut aller. Donc si je suis pas pressé, je vais faire par moi-même, je vais regarder sur internet, je vais me rapprocher des gens. Mais par contre, si je veux aller plus vite et que j'ai entre guillemets pas beaucoup de temps, bah, du coup, je vais faire une formation
Et j'y vais plus vite parce que voilà, c'est bête, mais si demain, je dis une bêtise, Elon Musk qui proposait des coachings personnalisés à 1 million d'euros, il y en a beaucoup qui prendraient. Parce qu'ils Bien sûr. savent que ces 1 million d'euros là, ils vont se transformer en je ne sais combien. Bah, pour moi, c'est pareil. La connaissance, faut pas négliger parce que les gens pensent que, bon, c'est 50-50. C'est-à-dire que quand on a vraiment envie de quelque chose, faut se donner les moyens. Mais si on n'a pas de connaissances, ben, on ira moins vite, on sera peut-être frustré. Et il faut pas penser qu'on est au courant de tout, qu'on sait tout. Je dis souvent que moi, je suis un étudiant de la vie. Je passe mon temps à apprendre. Je C'est me une prends jolie pas la phrase, tête. ça. Merci. Je me dis, bah, tu sais, même si j'ai fait des choses, ben, j'écoute. Là, je construis des immeubles. Je suis pas du tout ingénieur de métier. Ça fait 1 an que j'apprends le métier et là, je travaille avec des gens qui ont 2 fois mon âge et je leur ai dit, et pourtant je suis au-dessus et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai pas la prétention de dire que je connais. Donc, quand vous allez me parler avec vos termes techniques, des fois, je vais vous dire que je comprends pas et j'aimerais que vous me posez et que vous m'expliquiez. Et quand je pense qu'on a cette attitude-là, bah, les gens sont beaucoup plus simples et ils sont prêts à aider. Parce que c'est très rare que quelqu'un te dise, écoute, j'ai pas compris ce que tu es en train de me dire, mais je veux apprendre. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que des fois, les gens vont faire semblant d'eux et au final, bah, ça amène d'autres petits soucis. Donc, non, je continue à apprendre et je pense que c'est l'une des clés pour pouvoir avancer dans la vie. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que moi je manage des équipes parce que je suis hôtesse de l'air aussi à côté et c'est Ouais, vrai que je dis toujours il y a pas de question bête en fait. Donc si c'est tu sais ça. pas, lève le doute. Lève le doute parce que finalement peut-être que ta question elle est tellement importante et tellement bien que d'autres se sont posé la même question mais n'ont pas osé. Là tu Exactement. vas débloquer un truc que tout le monde avait. Donc il y a vraiment pas de question bête et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et justement, je pense que tu vois des fois c'est de la peur aussi qui fait qu'on n'ose pas aller vers l'autre et poser la question ou prendre l'information, ou même investir, par exemple, quelqu'un qui voudrait, qui sent, tu vois, comme toi à l'époque, qui se dit, j'aspire à une autre vie, je sens qu'au fond de moi, je peux faire autre chose que je suis en train de faire là, mais qui a profondément peur. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, je dirais, il faut identifier cette peur. C'est-à-dire que, peur de quoi? Ouais. C'est vraiment ça parce qu'on a tous peur, mais on a peur de quoi? Des fois, on n'a pas la même peur, donc du coup, on peut pas le prendre de la bonne façon. Donc, je pense qu'il faut déjà premièrement identifier cette peur et je lui dirais tout simplement, et c'est ce que je dis souvent parce que j'avais fait une formation à l'époque dans le développement personnel. Ok, vous avez peur, il faut l'accepter. Maintenant, est-ce que tu penses que, bah, si c'est vraiment quelque chose qui va changer ta vie, fais-le. Si tu le fais pas, c'est que ça va pas changer ta vie, donc du coup, tu te trompes sur l'objectif. Et du coup, c'est pas l'objectif l'objectif n'est pas bon, mais on va dire que c'est le pourquoi. Parce que généralement, si tu veux pas faire ça, il y a une réelle raison. Si on a vraiment peur, il y a une réelle raison. Donc, il faut l'identifier et il faut savoir pourquoi on veut pas le faire. Et je pars aussi du principe que si on a vraiment envie de quelque chose, on le fait quoi qu'il arrive. Mais comme tu disais, on a des craintes, mais la première chose à faire, c'est d'identifier cette crainte. D'accord. Super intéressant. Et tu vois, tu parlais de développement personnel, t'en parles sur tes réseaux sociaux. Est-ce que ça a toujours été quelque chose de naturel chez toi, le développement personnel, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert il y a très peu de temps et qui t'accompagne au quotidien? Et en quoi ça change justement ton quotidien? Non, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi parce que j'étais toujours fan en fait, de la psychologie. Ok. Depuis petit, je me souviens, des fois, je jouais un peu avec ma mère en lui disant, bon, est-ce que tu peux me donner 10 euros? Non. Et je revenais avec une approche, ok, est-ce que tu peux me donner 10 euros? Non. Ok, est-ce que tu peux me donner 2 euros? Mais finalement, elle me donnait les 2 euros. Donc, je me disais dans ma tête, ok, bah, c'est bizarre, je lui ai demandé la même chose, mais peut-être que c'est pas ce que je voulais. Donc, tu vois, c'est un peu ce côté-là. Et même des fois, même tous les jours, je me dis, mais comment les gens, ils peuvent comprendre ça, tu vois? Il y a pas longtemps, j'ai entendu, parce que je regarde pas du tout la télé, c'était les élections en France. Ouais. Et je regarde sur YouTube parce que je suis pas mal l'économie française, voire l'économie mondiale. Et je me dis, à chaque fois, je me dis, bah, les gens se sont plaints pendant 5 ans de Emmanuel Macron, etc., mais il est premier, loin devant, apparemment mieux qu'en 2017. Et tu vois, ça me passionne. Et je me dis, mais comment les gens, ils peuvent percevoir tout ça, etc. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Et je suis fasciné par ça réellement. Et pour moi, c'est malsain de dire ça, mais bon, j'aime bien manipuler les gens parce que pour moi, dans la vie, on passe notre temps à manipuler les gens. Ce que tu peux faire, c'est pour moi, la drague, c'est de la manipulation. Quand on parle, la négociation, c'est de la manipulation. Donc, j'ai toujours été fasciné par ça. Me dire, bah, comment faire comprendre à quelqu'un d'autre une chose
mais on veut pas, tu vois, c'est vraiment tout cet aspect-là et les expériences. Donc du coup, non, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et du coup qui va avec le développement personnel parce que je pense que faut se développer soi avant de vouloir faire certaines choses. Ouais. Et ça t'aide au quotidien, le développement personnel, dans ton business, je veux dire? Ouais, énormément parce que bah du coup, ça a été la première fois avec mes salariés pour ma boîte de nuit. Comme je te disais, moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis très, on se connaît pas, je suis quand même assez réservé et avec les salariés ça a été très difficile au départ parce que bon, quand t'es chef d'entreprise, toi t'as une vision pour ton entreprise, donc tu sais où tu vas, etc. Généralement, un salarié, bon, lui il veut juste son salaire et puis basta. Donc c'est de lui faire comprendre la vision, etc. Ça a été le premier choc et ça m'a pas mal aidé et ça m'aide encore avec mes salariés actuels, que ce soit ici ou au Sénégal, parce que j'ai aussi pas beaucoup de patience. Donc du coup, bah, le développement personnel m'aide Ok. à comprendre tout ça et à comprendre aussi les gens parce que bon, effectivement, je suis comme je suis, mais il faut que si je suis amené à travailler avec d'autres personnes, il faut que je puisse comprendre. Et moi, mon métier, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse ce qu'ils ont à faire au bon moment, au bon endroit. Et Et en plus, toi, tu bosses avec deux cultures différentes. Tu bosses avec des gens au Sénégal et des gens en France. C'est pas du tout la même dynamique, la même ouais, façon de faire, exact. de penser. C'est ça. Moi, ça m'a pris bon 1 an pour me dire bah pour le Sénégal, c'est pas pareil. Laisse tomber. Tu vas pas changer les mœurs, mais fais ce que tu as à faire. Et c'est là que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, là, on apprend. Et surtout avec l'Afrique, je dirais, les gens ont la prétention de dire oui parce qu'on vit en Europe, parce qu'on vit aux États-Unis, on connaît mieux. Non, non, c'est faux. Et les cultures sont pas les mêmes. Et c'est là, si en fait on n'est pas prêt à l'intérieur de nous-mêmes de faire des concessions, de laisser tomber. Là, on parlait d'organisation au Sénégal. Je suis organisé, mais à 50%. Hein. Quand j'ai un rendez-vous à 15 heures, je sors de chez moi à 15 heures. Tu vois, plein de choses comme ça. Mais ça, rien de faire ça, ben moi, j'ai dû me réapprendre parce que moi, être en retard, je déteste être en retard. Et T'étais pour moi, même là avant moi pour le podcast. Ça n'arrive jamais. Je suis Madame Ponctualité. T'étais là avant moi. non, mais moi, je dis souvent, 10 minutes avant, on est en retard. Ben après, ça, c'est grâce au basket. Mais avec le Sénégal, bah du coup même ça j'ai dû réapprendre parce que moi quelqu'un qui est en retard, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Mais avec le Sénégal, bah du coup j'ai dû réapprendre et là ça m'a vraiment aidé parce que je me suis dit bah ok d'accepter déjà et ça fait partie du développement personnel de dire ok j'accepte, on est différent, mais il faut qu'on avance donc comment on fait? Ouais, c'est super intéressant. Mais tu vois, ça me fait trop rire parce que moi, tous mes invités, mais quasiment, allez, on va dire 98% de mes invités sont toujours en retard. Donc c'est vrai que moi, je suis toujours prête une demi-heure avant, mais c'est vrai que pour le coup, ben, je me connecte, allez, 3 minutes, 5 minutes avant en me disant, bah, de toute façon, je vais attendre encore 10 plombes. Et là, Ouais. quand j'ai vu que t'étais là, je me suis dit, ah merde, il est déjà là. Ouais, ben non, mais après ça fait partie, tu vois, comme tu dis, moi j'y suis pour faire partie du 1%. C'est clair. Pour faire partie du 1%, donc je peux pas faire ce que tout le monde fait, sinon du coup je fais pas partie du 1%. C'est clair. Non, mais j'adore, j'adore. Et est-ce que justement par rapport au développement personnel, t'as des choses que t'appliques quotidiennement, genre une morning routine ou des éléments qui font que ça va t'ancrer vraiment dans ce que tu fais et pour te maintenir au niveau que tu veux? Non, non, non. C'est souvent on me pose cette question parce que même si je suis très organisé, non, j'ai pas de morning routine. J'essaye. Ça dépend du pays parce que je voyage beaucoup, ça dépend aussi du pays. Mais il y a des choses que je fais, par exemple, j'ai un planning qui est à l'heure ou à la minute, tu vois, donc, ou à Ok. la tâche plutôt. C'est beaucoup à la tâche. Je fonctionne beaucoup à la tâche parce que ça m'aide. Parce qu'avant je fonctionnais pas comme ça et je partais dans tous les sens. Donc le fait de fonctionner à la tâche pour moi ça m'aide énormément. Je vais te donner un exemple. Euh, ce matin j'ai fait une seule tâche. C'était pour l'une de mes sociétés. J'ai bossé que dessus. C'est-à-dire que je quittais pas tant que j'avais pas terminé cette tâche-là. Et ça m'aide beaucoup parce que du coup, ça peut après détailler sur d'autres tâches et surtout, je peux avancer beaucoup plus vite. Je peux avancer beaucoup plus vite. Donc, j'ai pas de routine, mais je fonctionne beaucoup à la tâche. Et D'accord. je prends très peu de pauses parce que je suis capable de travailler peut-être 1 heure, 2 heures d'affilée. Mais je travaille beaucoup à la tâche et je ne change pas de tâche tant que je ne fais rien d'autre limite tant que j'ai pas fini ça. Des fois, c'est assez chronophage. Et il y a une chose aussi que ce que je fais souvent, voire tout le temps, c'est que je commence les tâches les plus chiantes. Ça c'est bête, hein, mais comme on Avaler dit, le faut jamais se chapeau. Je frapper, sais pas si voilà, t'as c'est lu le ça. livre. Exact. Parce que en fait, des fois, je psychote et je suis pas du tout papier, moi. Je suis pas du tout paperasse. Depuis que j'ai une assistante, c'est révolutionnaire, tu vois. Ça a changé ma vie. Mais
je commence les tâches les plus chiantes, mais vraiment les plus chiantes. Et après, une fois que j'ai fait ça, je suis libéré. Je suis beaucoup plus créatif et productif pour le reste. Alors, tu nous as parlé de voyage à l'instant. Tu voyages principalement pour le boulot, parce que ben, tu as investi à l'étranger aussi. Tu as des biens immobiliers à l'étranger. Ou est-ce que tu arrives quand même à prendre du kiff pour toi et lors de tes voyages? Les deux, parce que j'ai des biens immobiliers à l'étranger, notamment à Bali, à Toulouse, au Sénégal et en France. Et là, peut-être dans d'autres pays. Mais les deux. Et bah après, c'est assez difficile parce que de base, moi, le voyage, c'est un kiff. Mais du coup, vu que je suis dans l'immobilier, bah, je me suis dit, bah, c'est bête, pourquoi pas acheter dans chaque pays où j'aime bien. Ouais. Et c'est parti de ça, parce que je tiens beaucoup à ma liberté géographique. Et donc du coup, les deux. Mais là, tout à l'heure, tu vois, j'étais pour l'ostéo juste avant d'arriver. Et il me disait, vous êtes beaucoup dans l'avion, vous aimez. Avant, j'aimais beaucoup, mais plus maintenant, parce que du coup, c'est devenu, on s'habitue à tout, hein, c'est fou, hein. C'est vraiment dingue. Et donc du coup, maintenant, bah, c'est juste un moyen de me déplacer et puis basta. Mais j'essaie de voyager au maximum et pendant mes voyages, j'alterne les deux. Pendant soit la matinée, je vais bosser et après je vais être chill l'après-midi, soit l'inverse, ça dépend vraiment du pays. Après, par contre, quand je suis au Sénégal, ben, il y a pas de tout ça, je travaille de 6h à 22h. Ok, ah ouais, quand même. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que moi, alors c'est pas un reproche, mais on me fait remarquer que je travaille beaucoup et on me demande souvent, alors en plus je fais des boulots, alors hormis peut-être, non même celui d'hôtesse de l'air, mais tu vois, tous mes boulots ont cette connotation plaisir et c'est vrai que des fois on me dit, mais est-ce que tu arrives à mettre des limites entre vraiment ta vie privée et le travail? Et c'est vrai que des fois c'est hyper compliqué pour moi de me dire, arrête de bosser maintenant et kiffe juste le moment. Est-ce que toi, ça t'arrive justement parce que tu nous dis, ben, je suis en vacances, mais je peux aussi bosser. Ouais. Bah oui, mais ça m'arrive sur avant non, avant je te dis pour te dire la vérité, c'était très compliqué de couper, j'arrivais pas du tout à couper. Mais une fois, je sais plus quand, mais une fois je suis parti en week-end avec des potes et là j'ai vraiment dit pour te dire, j'ai même pas ramené mon ordi, chose que je ne fais jamais. J'ai pas ramené mon ordi. On est parti 3-4 jours, j'ai vraiment coupé et j'étais parti à Londres là, ça m'a fait un bien fou. Mais limite, j'étais revenu, j'avais l'impression de renaître. Et c'est là, du coup, depuis ce week-end-là, bah, je m'autorise un week-end par-ci, un week-end par-là avec des amis où vraiment je coupe tout. Ça dure pas plus de 3 jours parce qu'au bout de 3 jours, je m'ennuie. Et c'est vraiment 2 nuits, 3 jours. Mais oui, je m'autorise ça parce qu'on me faisait aussi le même reproche. Et moi, je leur disais, mais après, comme tu viens de le dire, quand on travaille, on prend plaisir. Donc du coup, C'est ça. on n'a pas vraiment cette impression de On travailler. a cette chance-là. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est assez délicat. Mais des fois, de temps en temps, je m'autorise de couper. Vraiment de dire, je regarde pas mes mails, je regarde rien. J'envoie des messages à mes collaborateurs en leur disant, pour la boîte, si la boîte brûle, vous m'appelez, sinon vous m'appelez pas. Okay. Et pour les constructions, je suis pas disponible. S'il y a tel ou tel, parce qu'après, c'est aussi de l'organisation. Mais en gros, s'il y a tel ou tel problème, vous voyez avec telle ou telle personne. Si c'est ce cas-là, là, vous m'appelez, mais généralement, ils m'appellent jamais. Donc, ça m'arrive de couper 3 jours max. Est-ce que c'est facile de déléguer? Parce que là, tu viens de dire, s'il y a un souci, tant que c'est pas ce niveau-là, vous m'appelez pas. Est-ce que ça a toujours été facile de déléguer et de se dire, ok, c'est mon business, mais ils peuvent gérer sans moi? Non, pas du tout, parce que je suis un peu perfectionniste. Et donc, du coup, je suis aussi control freak, tu vois. Donc, c'est assez bizarre. Depuis 6 mois, ça va. Parce que j'ai une assistante et ça me change la vie parce que j'ai mis du temps à accepter à avoir une assistante. Donc, ça me change la vie. Donc, merci Fanny Lee si t'écoutes un jour ce podcast parce que franchement, le travail qu'elle amasse, c'est du bon boulot. Mais ça, j'ai mis du temps parce que voilà, on veut toujours que ce soit fait comme on veut. Ouais. Et pour moi, j'ai mis du temps à comprendre et à assimiler parce que c'est deux choses complètement différentes. On peut comprendre quelque chose mais pas l'assimiler. De dire, ben, ça sera quand même fait, mais c'est pas fait comme on veut, mais au moins c'est fait. Ouais. Et ça, j'ai mis du temps, vraiment, vraiment du temps à l'apprendre. Pour te dire, le club, avant, avec mon associé, on y allait pratiquement tout le temps, ou quand j'étais en France, j'y allais tous les week-ends. Là, sur cette année, je suis peut-être allé même pas 10 fois. Okay. Même pas, et encore, et encore. Donc au moins c'est fait. Mais voilà, je laisse parce que je pars du principe où moi, ben, je suis productif et ma valeur, où je vais la mettre, ça va être x10, x100, x50. Que si je suis au club ou que si je suis en train de faire d'autres activités ou d'autres tâches. Donc, je laisse les tâches les moins importantes, on va dire, à mon assistante ou à ceux qui travaillent dans mes sociétés. Sinon, le reste, c'est moi qui le fais.
Mais je fais encore pas mal de choses, je trouve, pour le coup. Pour le coup, tu fais encore pas mal de choses. Je trouve que je fais pas mal de choses. Mais moi, je trouve que c'est une approche hyper moderne du management parce que, alors moi, j'ai la chance, c'est une chance parce que ça me permet justement d'analyser la situation. Moi, dans le métier de l'aérien, j'ai des anciens, tu vois, des supérieurs qui sont de l'ancienne génération et qui fonctionnent pas du tout comme ça et qui sont vraiment limite paternalistes, tu vois, où dès que tu fais un truc, faut le dire pour voir si c'est bien fait, tout ça. Et là, depuis donc moi, ça va faire 3 ans que donc je suis montée en grade et donc je fais partie un peu des chefs entre guillemets. Et je me suis dit, je veux surtout pas ressembler à ça en fait parce que ça me correspond pas. Exact. Et on est plus de 400 dans la boîte, donc pas possible d'être derrière chaque personne. Et puis j'avais pas envie. Et donc je me suis dit, comment faire pour que le travail soit fait, mais qu'en même temps chacun aussi, parce que je me dis, quand tu laisses l'autre faire, tu le laisses aussi s'exprimer. Et des fois, ce qu'il en ressort, c'est super bien parce que tu lui montres que tu as totalement confiance, que tu lui donnes carte blanche et que la seule chose que tu lui demandes, c'est que le taf soit fait, quoi. Exact. Et c'est vrai que j'ai remarqué que finalement, avec mes équipes, ça se passe hyper bien parce qu'ils savent que j'ai confiance, fais le taf. Et c'est vrai qu'au début, quand je venais d'arriver dans le poste, on me posait tout le temps les questions, comment tu veux que je fasse ça, machin. Et maintenant, ils savent. Cynthia, elle laisse faire, et puis c'est vraiment, si à un moment vous bloquez, vous avez besoin d'aide, je suis là, mais j'ai confiance, faites, vous savez faire, et ça change la donne. Exactement, ouais, c'est vraiment ça, Alors, comment tu le vois dans 10 ans? Je vais dire pareil que maintenant, je pense. Ouais, c'est-à-dire On va toujours autant travailler. Ok. Je pensais que t'allais dire non, je vais travailler beaucoup moins, j'aurai 3 assistantes et là je vais bosser moins. Non, c'est vrai que là j'aurais vraiment plus de gens pour moi et j'aurais plus d'assistantes, mais je pense que je travaillerai toujours autant parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais. Et je passe mon temps à créer, tu vois. Donc je pense que je travaillerai toujours autant, mais j'aurais comme tu l'as dit plus d'assistantes, mais je serais plus apaisé parce que je pense que j'aurais réussi certaines étapes de ma vie qui feront que du coup je prendrai les choses moins à cœur. Parce que là, du coup, je suis en plein dans le rush, je suis en plein dans un tournant parce que je me suis fait une promesse sur l'année de mes 30 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'abatte sur le reste de l'année mon objectif. Mais après, je pense que je serai beaucoup plus apaisé. Et aussi dans 10 ans, je pense que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, donc par contre j'ai 4 neveux qui sont un peu mes fils. Donc du coup, je pense que d'ici 10 ans, c'est eux que je vais former, tu vois. J'aurai 40 ans. Donc eux en auront 12, 13, 15. Donc du coup, c'est eux que je vais former pour la suite, je pense. Et transmettre, c'est important. Transmettre le flambeau, l'information, ton savoir, c'est important pour toi. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses, c'est à cause ou grâce à ma famille. Donc pour moi, je le fais parce que je veux avoir vraiment un héritage et je veux laisser quelque chose. Donc du coup, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses que je fais actuellement, c'est pour transmettre. C'est pour transmettre et je le dis très souvent à mes sœurs ou frères que mes neveux, je vais leur apprendre certaines choses, etc. Parce que pourquoi j'apprends tout ça si je peux ne pas le transmettre, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est lié aussi à ton projet au Sénégal, te dire que c'est l'endroit d'où tu viens, donc d'une certaine manière tu transmets ton savoir et t'enrichis un peu plus l'endroit d'où tu viens? Aussi parce que d'où la création de cette société qui est l'US Group, c'est que c'est parti d'un constat simple. Bon, j'ai déjà 2 immeubles au Sénégal, et donc du coup, je me suis dit si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et il y a aussi quelque chose où c'est pas une problématique ou un peu, c'est que beaucoup de gens de la diaspora sénégalaise ou africaine, d'Afrique noire, veulent investir en Afrique, mais ils n'ont pas la personne de confiance ou ils n'ont pas les connaissances, etc. Et en fait, je veux devenir cette personne-là où quand on a besoin d'une information, bon, pour le coup, pour l'instant, c'est Dakar, mais je pense que je vais pouvoir m'étendre après par la suite, de pouvoir donner cette possibilité-là aux gens de pouvoir investir dans leur pays d'origine ou dans leur pays qu'ils ont bien aimé, tout simplement. Parce que je me suis rendu compte que en Afrique, on a beaucoup ce problème-là de j'ai donné l'argent à une telle personne, elle est partie avec, c'est très compliqué, etc. Et sans prétention, je pense que je suis en train de changer ça parce que j'ai beaucoup maintenant de demandes de j'ai un terrain, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, etc. Et aussi amener cette culture de l'investissement parce qu'effectivement, je fais de la promotion et après je vends des appartements. Mais en fait, je suis moi-même investisseur et les appartements que moi je vends,
L'idée, c'est que les gens créent un patrimoine et ont une rente. C'est-à-dire que, OK, vous habitez dans le pays, d'accord, bah, vous restez, et quand vous êtes pas là, vous le louez. Si vous êtes pas là, vous le louez, et quand vous venez, vous restez dedans. Et de créer aussi de cette culture de l'investissement et cette culture de l'éducation financière, parce que pour moi, c'est très, très important. Parce que, comme je dis souvent, en Afrique, il y a vraiment tout à faire. Il y a vraiment tout à faire. Mais ça prend du temps, parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes cultures, c'est pas du tout la même chose. Mais ça marche. Ça marche. Parce que certains l'ont fait, donc pourquoi pas moi, encore une fois. Mais moi j'adore cette façon de penser, et justement que ce soit toi ou ton meilleur ami Christophe Wangen, justement la formation dont on parlait, j'adore cette façon de penser qui dit que c'est vrai qu'avant, quand on parlait immobilier, investissement, c'était un milieu hyper opaque où on se disait mais non, mais c'est pas pour tout le monde parce que faut avoir un certain niveau de vie, il faut avoir le réseau, tout ça. Et en fait, des mecs comme vous, il y en a d'autres et des femmes aussi. Bon, pas assez de femmes, à mon sens. Il y a vraiment pas assez de femmes dans l'investissement. Elle se cache, hein. Moi, c'est sûr qu'elle se cache parce que après, c'est toujours une question d'état d'esprit et des fois, les gens ont peur. Tu vois, moi, je ne montre pas beaucoup sur les réseaux parce que moi, j'ai une relation, j'essaye de sortir de cette zone de confort et c'est pour ça que j'ai un peu coupé pour vraiment avoir une stratégie, etc. sur les réseaux aussi parce que bon, je sais que je peux apporter beaucoup plus que ce que je fais actuellement, mais, c'est encore une fois le temps d'assimiler. Et moi, je connais quelques femmes, mais elles se cachent parce que il y a beaucoup. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois, c'est dommage parce que par exemple, des mecs comme vous réussissez à démocratiser et à rendre accessible, tu vois, les formations, le savoir, les choses comme ça, et à montrer que, si, c'est possible. Et comme tu le dis très bien, si tu le fais, on peut le faire. Et c'est ça qui est cool. Mais tu vois, pour les femmes, moi qui m'intéresse, donc honnêtement, c'est depuis la formation que je m'intéresse de plus en plus. Et forcément, moi, je fais partie de ces gens qui ont quand même besoin de représentation pour se dire, si, c'est possible, tu vois. C'est possible, mais c'est vrai que surtout, dans la partie francophonie, il y a pas beaucoup de femmes. Vraiment. Alors, il y en a quelques-unes, hein, et celles qui sont là, en place, et qui ne se cachent pas, je les suis, ça c'est obligé, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Tu vois, là, je suis en train de m'intéresser à la crypto-monnaie, mais je peux compter sur les doigts d'une main les femmes qui en parlent et qui s'intéressent au truc. Et je me dis, c'est tellement dommage parce que il y a des gens comme toi qui se disent, je vais y aller parce que je sens que, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de représentation et de se dire, mais si, peut-être que j'ai peur, peut-être que j'ai l'impression qu'il y a plein de barrières, mais que s'il y avait des gens qui nous ressemblent et qui étaient là et qui disaient, si, c'est possible parce que moi, justement, qui est comme toi, qui vient pas d'une famille aisée ou tout ça, ou qui n'a pas une vie super facile, j'ai réussi. Mais je trouve que les femmes, vraiment, donc s'il y a des femmes qui investissent, faites-vous savoir, faites-vous connaître. Faites-vous connaître parce que il en manque. Et alors moi, j'ai pas du tout la prétention d'être l'une de ces femmes parce qu'en plus, je n'ai pas encore investi. Mais c'est pas très grave aussi, hein, ce que j'allais dire. Tu fais partie de ces femmes-là parce que c'est pas parce que tu t'es en cours. Voilà, c'est ça. Moi, je suis dans le process. Donc du coup, les gens vont s'assimiler à toi en disant, même si elle a pas investi, elle est dans le process et elle aide les gens. Donc c'est aussi fort ce que tu fais parce que c'est ce que j'essaye. C'est pas ce que je faisais moi et comme je t'ai dit, je donne pas d'interview, je parle pas beaucoup, je reste dans mon coin. Ouais, c'est trop bien. Tu peux être fier de tout ça parce qu'il y a des femmes qui vont se dire moi aussi je voudrais faire des podcasts, moi aussi je voudrais investir, démocratiser la chose, etc. Mais tu vois, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, parce que j'ai envie de montrer aux gens que voilà, moi je viens, pareil, un mère célibataire qui a géré toute seule, donc pas du tout fortunée, mais montrer justement les étapes de mon évolution et leur montrer que c'est pas tout le temps facile, que des fois même il y a des passages à vide, mais qu'on peut y arriver. Tu vois, pour l'investissement, c'est pareil. Et je le dis sur mes réseaux, je montre un peu ce que je fais. C'est vraiment dans cette optique de dire aux femmes, allez-y les meufs. Allez-y, il y a de la place pour nous et il y a de quoi faire. Et surtout aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment cool parce que il y a des mecs qui eux ont déjà réussi et qui sont pas dans ces ego trips. Non, c'est pas pour les meufs qui au contraire nous tendent la main en nous disant mais si, allez-y les filles, allez-y parce que en plus c'est des sensibilités qui sont différentes donc qui peuvent amener des choses au business que nous on n'a pas et c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool et important, je trouve, de le faire. C'est ça, et surtout que moi, il y a beaucoup de femmes qui me contactent pour des formations, que je fasse des formations pour le Sénégal, etc. Parce que moi, ça me fait plaisir parce que moi j'ai 2 sœurs, donc et je sais pas combien de cousines. Donc, mais il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent, mais je sais pas pourquoi elles se cachent. Elles ont peut-être peur du regard, ce qui est un gros point à effacer. Mais moi, j'en vois régulièrement parce que même là.
j'ai fait ma cure, mais bon, je fais ma cure des réseaux, mais je me suis reconnecté sur Insta parce que je regardais les messages. Le trois quarts, c'était des femmes qui me posaient des questions sur l'investissement. Donc, Ouais. il y en a, mais je sais pas pourquoi elles se Après, je pense qu'elle se cache parce que on a un gros souci de légitimité, tu sais, en tant que femme. Déjà, il y a le fait que pendant longtemps, tout ce qui est investissement, c'était un peu un domaine lié aux hommes. Tu vois, il y avait très très peu de femmes qui investissaient. Heureusement plus aujourd'hui, mais ça reste, n'empêche, un milieu qu'on associe plus facilement à un homme. Et c'est vrai que je pense que ça n'aide pas forcément à ne pas se cacher parce qu'il y a cette légitimité. Mais oui, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je dis, c'est pas con? Tu vois, des choses comme ça. Et tant qu'il y aura pas beaucoup de femmes qui vont montrer que si t'es à ta place, si tu fais les bonnes choses, et même si tu dis des bêtises, c'est pas grave. Tout le monde est passé par là. C'est ça en fait. C'est ça. Après, je dirais surtout que, en fait, faut en avoir, désolé le terme, mais rien à foutre, parce que même si c'est un milieu d'hommes, ou même si, pour moi, c'est même pas un milieu d'hommes, pour moi, c'est juste un milieu. Ouais. Et c'est les gens qui disent, oui, c'est pas parce qu'on voit plus d'hommes que de femmes, c'est pas une règle universelle, parce qu'il y a des femmes qui investissent. Donc, je pense que c'est beaucoup plus un état d'esprit de dire, moi, si j'ai envie d'investir, j'investis. Si j'ai envie, tu vois, il y a des femmes qui jouent au foot, il y a des femmes qui jouent au basket. Mais je pense que c'est une barrière qu'on se met et c'est la société qui veut ça aussi. Il y a beaucoup à cause de cette société-là où on est, dans laquelle on vit, que les femmes pensent ça, parce que pour moi, j'ai pas, bon, après, moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment que moi, je suis assez simpliste et je me casse pas la tête. S'il y a un objectif ou quelque chose à faire, faut le faire. Mais je pense que les femmes, c'est juste, mais en fait, vous avez envie, faites-le. Et au contraire, si plus de femmes pensaient comme ça, je pense qu'il y aurait plus de femmes sur le marché, parce que si vous avez envie, vous le faites, et pas de dire, parce que pour un homme, c'est pareil. Est-ce que je suis légitime de pouvoir parler de ce que je parle? Non, oui, c'est les gens qui le disent. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Parce que je pars du principe, et je disais ça à mon associé tout à l'heure, c'est que les gens ont tendance à oublier qu'on a juste qu'une seule vie, tu vois. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils pensent ils sont dans un jeu vidéo, ils vont mourir et vont revenir au même niveau, et ils vont recommencer, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui me drive aussi. Donc, pour les femmes, je pense que c'est aussi ça, un état d'esprit de dire, moi, j'ai la vie que je veux avoir, et j'ai la vie que j'ai, donc je fais ce que j'ai envie de faire, et on verra par la suite. À la fin, on fait les comptes. J'adore cette phrase. Et tu sais quoi, on va terminer sur ça, mais on va presque terminer. Il y a la question. Question, mais c'est vraiment la question. Il paraît que c'est la plus dure. Tu me diras ce que t'en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, ce serait quoi? Voilà. Une seule chose. Ne pas se prendre la tête. Comme je disais tout à l'heure, malgré tout ce que je fais, je me prends pas la tête. Et je suis très conscient, mais c'est dur, c'est pas facile tous les jours. Mais je pense qu'il faut pas se prendre la tête, parce que quand on se prend la tête, on passe pas à l'action, mais on réfléchit trop, une histoire de légitimité, etc. Donc je pense que je dis souvent que moi je suis mais c'est vrai, hein, moi je suis comme tout le monde, hein. Je suis comme vous, comme tout le monde. La différence, c'est que moi je me suis pas pris la tête et que j'ai fait, tout simplement. Je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, mais j'ai juste fait. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de ne pas se prendre la tête et faire, ne pas avoir peur du ridicule. C'est bête, hein, mais c'est la vérité. Tu vois, faut faire. Et parce que plus on se prend la tête, plus c'est compliqué, et plus on réfléchit, plus on est paralysé, et plus on passe pas à l'action. Donc ne pas se prendre la tête, juste faire. Si vous sentez que c'est fait pour vous, que vous devez aller dans cette ligne directive ou quoi que ce soit d'autre, faites-le. Et à la fin, on fait les comptes, parce que comme je disais juste avant, si on meurt, c'est fini, hein. C'est bête, hein. On n'est pas dans un jeu, on n'a pas cette vie, on va pas revenir, etc. Et moi, la chose dont je crains le plus, c'est que si demain j'étais amené à disparaître et qu'on faisait un bilan sur, j'ai tellement peur qu'on me dise, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu pour toi. Voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu devais faire. J'ai tellement peur de ça. Ouais. Donc du coup, je me dis, je fais tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je veux, et après je fais des comptes. Donc ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien. J'ai l'impression que t'as dit ça pour moi. Je l'ai pris pour moi. C'est pour moi alors, merci. En tout cas, merci pour ce moment. Merci d'avoir accepté, surtout que c'est la première fois que t'acceptes. C'est vraiment cool. Pas de problème. Et je suis persuadée que ça parlera à beaucoup de personnes. Et c'est justement, tu vois, des gens comme toi que
que j'invite dans le podcast parce que pour montrer que c'est possible en fait, que vous faites des choses que l'on considère incroyables, mais que si vous le faites, on peut le faire aussi. Exactement, c'est totalement ça. En tout cas, merci à toi. Et si on veut te contacter, on fait comment? J'allais dire Instagram, mais j'ai coupé, mais je vais réactiver parce que je suis tellement bête. J'ai coupé, mais je me coupe aussi du business. Donc mon Instagram c'est IamPatterson26 et après vous m'envoyez un message. Sinon j'ai une adresse mail que je pourrais te refiler. Ouais, je la mettrai en lien dans le podcast. Voilà, plus sur Instagram parce que j'essaie quand même de répondre à tout le monde. On essaie avec mon équipe de répondre à tout le monde sur Instagram. Ouais, génial. En tout cas, merci à toi. Merci à vous aussi qui êtes de plus en plus nombreux à chaque épisode. C'est vraiment cool. N'oubliez pas que le podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube, Tia Brown Sugar. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et des vôtres. Gros bisous. Yes, à bientôt. Ciao.